Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à des logiciels de post-production et je vais vous montrer comment ils réagissent face à ma configuration actuelle sur mon PC. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une révélation à vous faire sur ce que je pense de Luminar actuellement, sur ce que j'ai fait bien sûr sur ce logiciel jusqu'à présent, parce que je connais les Luminar depuis la version 2018, et je vous avais ramené bien sûr des épisodes sur le Luminar 3, sur le Flex, etc. On va même retourner un petit peu en arrière sur le Flex, et je vais vous faire des révélations que je n'avais jamais dites sur la chaîne à la fin. Ce sera assez exclusif, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative. Sur les logiciels de post-production, on traite de la photographie en règle générale, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu des logiciels de post-production. Je vais vous montrer leur ergonomie. J'en ai choisi 8, d'accord ? On va dire les plus grandes lignes. Je ne vais pas parler de Photoshop ni de Affinity. J'ai pris ces logiciels-là, d'accord ? J'ai pris Capture One Pro 21, ON1 Photoro 2021, Exposure X6, AC/DC Photo Ultimate 2021, Photo Director 12, Photolab 4, Luminar AI et Lightroom. Je vais vous parler de ma configuration en premier lieu. J'ai une configuration, j'ai un PC là pour le moment. J'ai toujours mon ancien iMac, ça m'arrive de tourner aussi dessus, mais je suis quasiment la plupart du temps sur mon PC. Et là, bon, je vais vous dévoiler un petit peu la configuration. Bon, j'ai un processeur Ryzen 2600X 4,25 GHz 6 cœurs. Ensuite, en carte graphique, j'ai une Radeon RX 580 en 8 Go. Bien que dans les logiciels de photographie, il y a certains logiciels qui ne prennent pas en compte la carte graphique. Il y en a oui, il y en a non. Enfin bref, j'ai la mémoire, j'ai la DDR4 16 Go, cadencée à 2400 MHz. En disque dur, j'ai SSD 240 Go. Et j'ai 3 disques durs en externe en 3.0. Et mon système d'exploitation, c'est Windows 10. Bon. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ces logiciels de post-prod. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire quand même une petite chose. Bon, là, on va aller se rendre sur mon site internet. Ici, quand vous êtes sur mon site internet, vous pouvez retrouver un peu tous les logiciels que je traite ici sur la chaîne. Bon là, par définition, on ne va pas faire le tour de tout aujourd'hui. J'ai pas pris de logiciel de Topaz Labs, on ne parlera pas de Topaz Studio 2. J'en parlerai un peu plus tard bien sûr, mais là, vous avez ici tous les logiciels regroupés. Bon, je ne parlerai pas aussi aujourd'hui de PureRaw, ni de NoNoise AI, ni de l'ANI Collection, puisque là on va se concentrer principalement sur des développeurs de fichiers RAW. Je parlerai même pas de Aurora HDR aussi aujourd'hui. On parlera bien sûr des autres logiciels. Bon, la chose que je tenais à vous dire, c'est que j'ai écrit un article sur mon blog ici, et le dernier article qui est en date, je vous ai regroupé toutes les offres ici, bon, notamment pour le matériel avec Miss Numérique. Je suis affilié Miss Numérique déjà depuis un bon moment, donc s'il vous faut du matériel, des deals, etc., bon, bah, sachez que vous avez toujours le lien affilié qui est juste ici. Et ici d'ici, vous avez une offre en ce moment, avec les différentes offres que vous voyez ici, avec le Luxea Vidéo Editor que vous avez gratuitement, c'est-à-dire vous avez un plan à vie, c'est la licence, parce que Luxea Vidéo Editor, vous pouvez l'avoir gratuitement, si vous voulez aller sur AC/DC, vous pouvez le télécharger sans aucun problème. La seule différence entre le plan à vie et la version gratuite, c'est lorsque vous exportez votre vidéo, vous aurez une petite introduction d'AC/DC au début et à la fin, il me semble. Ensuite, j'ai la promotion de Cyberlink Photo Director 12. Ça, faut savoir que c'est le petit dernier. Là, pour l'instant, il en promeut jusqu'au 22 août à 37,99 par an. Ça fait 3,17 par mois. Je vous avais fait une petite présentation. Je vous mets l'étiquette en haut à droite. Je vous mettrai la petite étiquette aussi de la AC/DC. DxO, pareil, 30% sur les produits DxO. Les produits Topaz, bien sûr, allez toujours regarder. Mon coupon code Eddie Kinol qui est valable sur les produits Topaz. Capture One Pro 21, c'est une petite nouveauté aussi. J'ai mon coupon code qui est actif Eddie Kinol. Je vous ai mis un petit descriptif sur les formules d'abonnement, sur comment ça marche. Il suffit de cliquer sur l'image, après vous tombez chez l'éditeur. ON1 pareil, j'ai toujours mon coupon code Eddie Kinol, vous l'avez ici. Exposure X6, bon à savoir aussi, il y a mon coupon code Eddie Kinol, et notamment, ils ont annoncé là il n'y a pas longtemps, ils vont faire une solution de masquage révolutionnaire, c'est ce qu'ils disent, pour la version X7. Luminar AI, bon, là je présente plus, j'en ai fait suffisamment aussi. Bref, vous voyez, j'ai regroupé un petit peu tous ces liens affiliés
ici. Ça me permet d'avoir une modeste commission, bien sûr, mais ça vous impacte pas votre prix d'achat. Et moi, bien évidemment, ça me permet de garder la gratuité de ma chaîne YouTube et de vous fournir, bien sûr, des formations, des tutoriels, etc. Donc, petite page ici sur le blog. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog, j'ai tout regroupé. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Là, on va commencer tout de suite le test. Je vais commencer par Capture One Pro 21 et on va se rendre directement dans le programme juste maintenant. Ce que vous allez voir tout de suite, c'est comment réagit mon ordinateur avec ce programme, bien sûr. Là, au niveau des glissières, regardez, je vais bouger le curseur d'exposition. Hop, avant-après, vous voyez, bon, ça réagit plutôt bien. Si je bouge mon curseur de contraste, ça marche bien. La luminosité, vous voyez, ça marche bien aussi. Saturation marche bien. Si je baisse mes hautes lumières, bon, vous voyez, au niveau de la réactivité du logiciel, ça marche très bien. Je vais revenir un petit peu en arrière, je vais réinitialiser, bien sûr. Si je veux utiliser aussi un ajustement local, bon là, ici par exemple, je vais utiliser un ajustement local là. Je vais enlever la partie masque. Hop, si je veux booster l'exposition, bon, vous voyez que ça réagit toujours bien. Si je veux par exemple baisser l'exposition, bon, je vous montre un petit peu cela, on va faire cela comme ça, je vais faire un truc vite fait, hein. Vous voyez comment il réagit. Si je veux mettre un filtre gradué, vous voyez, hop, 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 ça réagit plutôt bien. Si je joue avec mes niveaux sur ce filtre gradué, vous voyez, ça marche aussi. Après, il y a aussi la plage Luma. Si je veux jouer avec hop, la plage Luma, ça marche aussi très bien. Toujours dans ma partie du masque gradué. Bon, si par exemple j'ai plutôt chassé les hautes lumières, bon, vous voyez, tout réagit dans le meilleur des mondes. Voilà. Si je réinitialise tout ça, que je vais, bon, allez, je vais me remettre ici. Je vais faire un réglage automatique. Voilà, je me règle comme ceci. Je vais baisser quand même un petit peu l'expo. Je vais laisser la photo un peu telle qu'elle. Je vais rajouter peut-être un peu de structure. On va pas réagir davantage. Si je vais aller directement ici sur la couleur, je vais utiliser la couleur, mettre un petit peu plus de couleur dans les ombres, dans les hautes lumières, choisir quelque chose d'un peu plus différent et hop, utiliser un peu quelque chose dans les tons moyens. Vous voyez, ça réagit quand même relativement bien. Donc Capture One Pro 21, vous voyez un petit peu comment il tourne sur mon ordinateur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'enregistre en même temps que je vous fais le tutoriel. Mon logiciel d'arrière-plan ralentit un petit peu ma machine, mais malgré cela, vous voyez que ça tourne bien. On va passer sur le deuxième logiciel, on va passer sur ON1 Photoro 2021. Alors là, on est dans ON1 Photoro 2021. Bon là, ici, la même chose, j'ai mes curseurs d'exposition, contraste, etc. On a toujours la possibilité d'appuyer sur ce bouton. Ça vous redonne un petit peu ce que vous avez à l'arrière du boîtier, vous voyez, juste comme ceci, ou vous avez aussi le bouton qui est juste à côté, là qui va vous faire un développement par intelligence artificielle. Vous voyez, bon là c'est relativement rapide aussi sur ON1. Si vous touchez néanmoins en manuel les curseurs, regardez, si je rajoute un petit peu de contraste, je vais baisser mes tons clairs, je vais jouer un peu avec mes tons moyens, je vais déboucher un peu mes ombres, bon, je vais taper un petit peu avec mon point blanc, je vais revenir avec mon point noir, bon, vous voyez qu'il est quand même relativement assez réactif, rajouter un petit peu plus de température, la teinte, bon, on voit que c'est un logiciel qui marche bien. Bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est créatif avec les couches, masque de luminosité aussi également, hein. Vous savez très bien qu'ici on peut afficher un masque de luminance, bon là, c'est pas vraiment le truc intéressant ici à faire. Je peux peut-être dupliquer la couche. Dupliquer la couche, voilà, ajouter une couche. Juste comme ceci. Là, si par exemple, je vais baisser mon exposition, voilà. Je vais faire un clic ici, je vais faire un masque lumen. Vous voyez, là, si on souhaite par exemple jouer avec un masque de luminosité, on peut faire un affichage, voilà. Le noir ne sera pas affecté, le blanc sera affecté, vous voyez juste comme ceci. Je vais cliquer pour remettre le truc là. Vous voyez un petit peu que ça marche relativement bien, c'est très réactif, il n'y a aucun souci là-dessus. On a la possibilité d'utiliser des couches, etc. Des effets que vous voyez là en ajoutant des filtres. Bon bref, si je rajoute par exemple un look HDR, je peux le faire aussi également là. Je vais le mettre en naturel, bien sûr. Bon, on peut interagir là-dessus. Bon, là, ça va faire un halo lumineux en ajoutant de la clarté. Voilà. Vous voyez un petit peu le style. Il réagit aussi relativement bien. On le voit, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ON1 Photoro 2021, au niveau des curseurs, très bonne réaction. Bon, je dirais que c'est à peu près la même chose que le Capture One Pro 21.
Alors Exposure X6 c'est la même chose, on a à peu près les mêmes choses aussi au niveau de la tonalité, j'ai toujours joué un peu avec cela. Si vous baissez un peu les tons clairs, vous ouvrez les ombres, bon on va jouer avec le point blanc, baisser un petit peu le point noir. On peut jouer avec ici l'exposition, soit la baisser, la monter, vous voyez juste un petit peu comme ceci, monter un peu de contraste juste comme ceci. Allez, enlever un peu le niveau de brume, ou voilà, c'est plutôt en sens inverse, voilà, juste comme cela. Un peu de vibrance, un peu de saturation. Bon, vous voyez un peu comment le logiciel ici fonctionne. Il est vraiment très réactif aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez même une succession de calques que vous voyez là. Vous avez des ajustements comme le pinceau qui est ici. Vous pouvez jouer avec des dégradés. Bon, vous voyez, juste un petit peu comme ça. Voilà, juste comme cela. Si vous voulez baisser l'exposition, vous pouvez le faire. On peut changer bien sûr l'orientation de ce truc là. Vous voyez, c'est relativement réactif comme vous le voyez ici. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut jouer même avec la luminosité, etc. Bref, vous voyez, au niveau réactivité, ça marche très bien aussi. Logiciel à considérer également. C'est pour ça que je les ai classés aussi dans cette catégorie-là, pour que vous puissiez voir un petit peu cette catégorie de logiciels qui fonctionne très bien avec les curseurs. Je tiens à préciser quand même une petite chose, ces curseurs-là ont chacun une fonction bien définie. D'accord? C'est-à-dire que si vous bougez l'exposition ici, ce sera l'exposition, il n'y aura pas 36 000 trucs qui vont bouger. Là, pareil, ton clair, ce sera une fonction. Vous voyez, c'est une fonction par une fonction. Donc, c'est pour ça que c'est si fluide, comme dans Capture One Pro 21, comme dans ON1, bien sûr, et là aussi également. On va passer tout de suite à la suite. On va se rendre maintenant directement dans AC/DC Photo Ultimate 2021. Alors là, maintenant, on est dans AC/DC. Bon, même chose. On va jouer un peu avec les hautes lumières qui vont être ici. Je vais jouer avec la lumière d'un point. Bon, pour dégager un petit peu mes ombres, bien sûr. Je vais rajouter, allez, un petit peu de contraste, voilà, vous voyez que ça joue relativement bien, un petit peu de vibrance, vivacité c'est la vibrance bien sûr, clarté bien sûr, on va rajouter un petit peu de contraste un peu dans les tons moyens, on peut jouer avec la balance des blancs, prendre la pipette s'il le faut pour un peu neutraliser l'ensemble, vous voyez, juste un peu comme cela. On peut aller dans le Light IQ, passer dans le mode standard, j'aime bien le mode standard parce que ça me permet un petit peu de jouer sur les différentes zones ici de l'image, comme on le voit ici, bon là, faut pas non plus aller trop fort. Vous voyez que ça réagit vraiment très très bien aussi comme programme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez un programme édité et puis autre chose. Mais bon, là, je me concentre principalement sur la fonction RAW pour développer votre photo. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de souci aussi là-dessus. Vous avez également, bon, comment dirais-je, le pinceau. Vous avez des dégradés. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Si vous bougez le dégradé, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez baisser un peu l'exposition, vous voyez, hop, ça marche bien. Un peu de saturation, sans aucun problème aussi, un peu de vivacité, voilà dans cette partie-là de l'image. Voilà, si on peut le mettre un peu comme ceci, ça marche relativement bien. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes aussi. Bon, AC/DC, bon, c'est le logiciel, on va dire, qui est un peu hybride, puisqu'on peut jouer avec le mode édition, on peut faire pas mal de choses, etc. Mais en règle générale, c'est un logiciel qui fonctionne très bien aussi. Alors, Photo Director 12, c'est pareil. Bon, je vous invite à aller voir le test que j'avais fait la dernière fois. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. C'est le petit dernier sur la chaîne. Vous regardez la partie réglage, bon, c'est la partie édition. On a une partie guidée aussi, c'est avec des plugins, etc. Bon, ça c'est formidable, toutes les choses qu'on peut faire aussi. Bon, c'est un logiciel qui est assez hybride. Mais là, en règle générale, si vous les regardez, bon, si j'utilise l'exposition, vous voyez que là, bon, ça réagit toujours bien. Voilà, juste comme ceci. Bien sûr, le plus brillant et le plus sombre, il faut bien comprendre que c'est le point blanc. Vous voyez, juste comme ceci. Pour le plus brillant et le plus sombre, bien sûr, c'est le point noir. Et là, teinte sombre, vous avez le truc qui vous permet de dégager un peu vos ombres. Voilà. Ici, le ton moyen, bon, c'est le point moyen que vous avez là. La possibilité de jouer avec les hautes lumières, juste comme ceci. Bon, là, j'ai un peu rajouté trop avec le point blanc, ça peut donner un truc comme ceci. On a bien sûr la possibilité de rajouter des trucs locaux. Bon, si par exemple, je veux venir ici sur la première partie là et baisser un peu l'exposition, vous voyez que ça marche relativement bien. Si je reviens principalement ici sur mes trucs principaux, rajouter un peu de vibrance, voilà, rajouter un petit peu de saturation, il n'y a aucun problème. Bien évidemment aussi on a un effet niveau qui est assez extraordinaire, puisque là vous pouvez jouer aussi sur plusieurs points, là vous le voyez là, hein, sur 5 points, avec un intermédiaire de niveau entre le point noir et les tons moyens ici, et entre les tons moyens et le point blanc, vous pouvez ajuster encore des choses, ce qui est relativement intéressant. Bon bref, vous voyez que le programme est assez réactif aussi, Photo Director.
Vous avez pas mal de choses. Bon, là, il y a des trucs qui sont assez extraordinaires aussi sur ce logiciel-là. Allez voir le test que j'avais fait aussi. Bon, là, je vais rajouter un petit peu de balance des blancs juste comme ceci. Bon, il y a une possibilité aussi de jouer avec la pipette. Allez hop, boum, on peut neutraliser tout cela. Vous voyez, on a cette couleur-là. Et tout va bien dans le meilleur des mondes aussi également. Bon, Photolab 4, c'est assez particulier. Si je fais une comparaison ici avant-après, bon, on a la comparaison avant géométrie. Il faut savoir un truc, c'est que Photolab 4 corrige déjà l'optique, il corrige déjà avec le Smart Lighting l'exposition, il vous corrige déjà pas mal de choses. Bon, la balance des blancs, il garde la balance des blancs qu'il y avait dans le boîtier. Alors donc, ici, si vous regardez bien un peu comment ça se passe au niveau de Photolab 4, vous avez déjà du boulot qui est quasiment fait. Au niveau de l'exposition, il vous suffit par exemple de jouer peut-être avec le moyen ou le fort, voilà. Là, vous avez aussi des mesures de spot, où vous avez une mire ici, où vous allez exposer par rapport à cette version-là. Vous pouvez aller chercher une autre mire aussi, juste comme ceci. Bon, ça c'est bien, mais bon, c'est pas vraiment le truc que je préconise. Je préfère utiliser les réglages locaux, et ça c'est plutôt pour des sujets, on va dire, comme des personnages. Mais ça peut marcher aussi, vous voyez, vous utilisez cela, si vous prenez un petit peu de contraste, juste comme ceci. Bon, ça peut faire aussi l'affaire, si vous voulez jouer aussi avec le Clear View. Voilà, regardez, hop, ça marche relativement bien, boum. Le truc, c'est lorsque, bon là ici, je vais me remettre en uniforme. Voilà. Le truc ici, c'est qu'avec DxO, Photolab 4 n'a pas la même façon de voir les choses au niveau des curseurs. C'est-à-dire que lorsque vous allez toucher un curseur, bon là, l'image va se troubler un petit peu, d'accord, et l'effet va s'appliquer juste un petit peu après. Ça, c'est leur gestion de traitement de fichier RAW. D'accord, on travaille toujours directement sur le fichier RAW, mais bon, c'est pas vraiment, on va dire, gênant, puisque bon, vous attribuez directement vos effets qui sont là. Bon, si vous voulez baisser un peu les tons clairs, vous pouvez toujours le faire ici. Bon, jouer un petit peu avec vos tons moyens, dégager avec les ombres. Bon, ici, à Clear View, il est évident que à 45, c'est beaucoup trop. On peut le baisser encore un petit peu. Vous allez là, vous allez changer un petit peu la balance des blancs. Bon, on va prendre... Hop, ici la petite pipette, je vais prendre quelque chose ici dans le ciel pour un peu neutraliser tout cela, bien sûr. Bon, on obtient un peu ce résultat-là. Après, bien sûr, vous pouvez toujours jouer avec les contrastes fins si vous avez le film pack, bien sûr. Bon, là, j'ai enlevé ce truc-là parce que c'est un petit peu trop. Je vais me remettre en léger en Smart Lighting, voilà. Et on a notre ambiance voilée juste comme ceci. Bon, là, bien sûr, on va se rendre dans Luminar AI. Et là, je vais vous raconter un petit peu ce que je pense de Luminar AI. On va faire un petit chapitre après avec Lightroom. Je vais vous faire un petit comparatif avec Lightroom, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on ira dans Flex et je vous expliquerai aussi ma façon de penser sur Luminar en règle générale depuis le début que je connais Luminar, quoi. Hein. Et ma façon de penser sur le logiciel et mon avis personnel. Vous allez être surpris, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez un petit café, prenez une petite collation, détendez-vous parce que ça va prendre un petit temps. Mais vous allez voir que je vais vraiment vous détailler ces choses-là. Et je devais vous le révéler aussi également par souci de transparence. Alors, asseyez-vous et détendez-vous pour regarder ce fameux chapitre sur Luminar. Premier truc de Luminar AI, si vous allez dans l'outil lumière, allez, on va baisser un peu les hautes lumières, ouvrir les ombres, jouer un petit peu ici avec le point blanc, hop, baisser le point noir, bon, vous voyez que c'est réactif. Je vais booster un petit peu l'exposition. Vous voyez que ça marche. Si je vais rajouter un petit peu de balance des blancs, hop, ça marche. Là, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Vous allez jouer avec les outils de base ici dans l'outil lumière, il n'y a aucun souci. Si je passe ici en recette, que je vais dans mon amélioration ici et que j'utilise l'accent, regardez, hop, voilà. C'est réactif. Je reviens en arrière et je reviens en avant. Bon. Maintenant, petit truc aussi, il faut savoir une chose, c'est que l'accent AI, il va jouer sur beaucoup de paramètres. Il va jouer sur un paramètre où il va jouer sur votre exposition, il va jouer sur votre saturation, il va jouer sur un peu la vibrance, tous ces trucs-là, sur les contrastes aussi bien sûr. Donc c'est plusieurs paramètres en un curseur. Donc ici, il faut toujours savoir, bon, Luminar AI, c'est comme ça. Si vous avez plusieurs opérations sur un curseur, ici, il se peut qu'il y ait un petit peu de lag sur le truc, bien que là, ici, bon, vous voyez, moi, j'ai pas relativement de problème sur le mien ici. Bien sûr, si je commence à cumuler beaucoup d'outils
sur mon outil édition ou que je vais claquer un modèle juste auparavant qui aura pas mal de choses sur les outils, il est évident que votre machine elle va un petit peu laguer, ça c'est tout à fait normal, d'accord, puisque tous les outils du Luminaria seront fournis d'un coup. Mais là ce n'est pas comme les autres logiciels de post-production, c'est pour ça que je m'attarde encore un petit peu dessus. Voilà, là je vais le remettre à 0, je vais repartir dans l'outil lumière. Si je vais ici, si je vais baisser mes hautes lumières et mes ombres, bon, que se passe-t-il? Si je baisse mes hautes lumières, j'agis sur une opération. D'accord? Si je prends l'amélioration, je vais agir sur beaucoup plus d'opérations en même temps. Ce sera la saturation, ce sera l'exposition, ce sera les hautes lumières, etc. Puis encore, comme je dis ici, il est relativement réactif. Bon, voilà un petit peu l'effet concret. Là, vous voyez comment ça tourne sur ma bécane, quoi. Ok? Ici, je vais aller dans le paysage. Je vais rajouter un petit peu d'heure dorée. Accentuation des feuillages, réduire un peu la brume. Bon là, forcément, on va agir sur ce truc-là, ça marche. Maintenant, je vais utiliser la structure. Je vais faire exprès d'utiliser l'accent. Hop, juste comme cela. On va le booster même au maxi, de toute façon, là, c'est pas un problème là-dessus. Et je vais aller dans ma structure, je vais booster. Hop. Bon, là, il y a un petit temps, on le voit, ici. Hein. Et là, hop, c'est fait. Mais une fois que la structure a été appliquée, lorsque vous allez jouer sur votre curseur, regardez ce qui va se passer. Hop. Il réagit comme ceci. Maintenant, il faut savoir que l'outil structure, lui, il va agir sur plusieurs plans. Il va repérer un petit peu essentiellement la roche, il va moins appliquer sur les nuages, donc c'est forcément un petit peu plus lent. Vous aurez plusieurs opérations qui vont se mettre aussi en même temps. Ok. Maintenant, il est évident que si vous allez avoir une bécane qui va être beaucoup plus puissante que la mienne, vous aurez moins de problèmes au niveau des performances, comme vous le voyez ici. Si je vais prendre par exemple autre chose, je vais laisser l'amélioration et la structure juste comme ceci. Je vais prendre l'outil mystique. Je vais monter ici l'outil mystique. Bon, vous voyez que c'est relativement rapide aussi. Je vais jouer avec mes ombres, avec mon lissage. Bon, vous avez aussi la partie colorize ici qui est juste en dessous là. Ajouter plus de saturation sur une partie avec l'image et la chaleur également dans le mystique. Si vous jouez avec ce curseur de quantité, bon là forcément, il va être un petit peu plus lent, vous voyez, bon, ça marche, hein, c'est pas non plus la catastrophe, mais il réagit bien, mais il y aura une certaine lenteur par rapport à ce que vous verrez avec le, comment dirais-je, la lumière, où vous allez interagir sur une seule fonction. Ici, il ne faut pas oublier que vous êtes sur du RAW et que vous interagissez avec le mystique sur pas mal de paramètres, sur 4 paramètres en même temps, sur un curseur. Voilà. Qui interagit sur une certaine partie de l'image, vous voyez, qui vous donne un effet flouté, juste comme ceci, un effet comme ils le disent mystique. Bon, c'est un truc particulier qui agit sur les contrastes, au niveau des hautes lumières, un truc comme ça. Je l'avais déjà expliqué auparavant. Hein. Bon, vous voyez un petit peu le genre. J'ai laissé la structure, j'ai laissé la i juste comme ceci, l'accent. Maintenant, si je voulais monter l'éclat, regardez, hop, je vais monter l'éclat, pareil, bon, il réagit relativement bien. Si je vais dans les réglages avancés, bon, on agit aussi sur 4 paramètres aussi en même temps. Si je veux baisser la luminosité, je peux le faire, bon, contraste, chaleur. Mais après, si je booste ici mon curseur de flou artistique, il va agir sur ces 4 paramètres-là. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. C'est pour ça que le cas luminaire, bon, c'est un cas isolé quand même, hein, le cas Luminaria, je suis désolé de le dire comme ça. On va toujours le montrer du doigt, on va dire que c'est lent, etc. Bon, faut pas oublier un truc, ça fonctionne sur un fichier RAW et vous appliquez plusieurs opérations avec un outil. D'accord? Et lorsque vous avez plusieurs outils comme ceci, ces outils-là vont se répertorier directement sur la bécane. Alors, si vous allez jouer sur le modèle aussi comme ceci, vous voyez que bon, là, il est relativement réactif, il n'y a aucun souci là-dessus. Je dois dire qu'au niveau des performances, ils ont quand même fait un effort. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que vous avez aussi ce catalogue qui est juste là, et qui pour moi, bon, ça c'est mon avis personnel, hein, qui gêne. Ils auraient mieux fait de faire comme Flex. Si Flex fonctionnait vraiment relativement très bien, d'accord, au niveau de la rapidité, etc., mais il n'y avait pas la surcharge du catalogue, bien sûr. Le catalogue, ça fait une surcharge dans le programme, et je trouve qu'il est relativement inutile. Ils auraient dû virer le catalogue et garder l'éditeur comme il se doit. Comme ils le disent si bien, ils se concentrent sur le développement,
qui vire le catalogue, ou qui fasse un catalogue, un petit peu une bibliothèque, comme un petit bridge qui serait à part. Vous allez sélectionner votre photo dans une espèce de bridge, et vous ramenez la photo dans l'éditeur. Vous voyez un truc comme ça, un truc de passe-passe. Parce qu'on peut même pas le comparer à un Photoshop. Bon, là, je vais remettre à la version originale, voilà. On peut même pas le comparer à un Photoshop, un truc comme ça, ce programme-là, puisque, bon, c'est très simple. Si vous essayez de le comparer sur un Photoshop, ce sera pas possible. Photoshop, vous êtes obligé de passer par Camera Raw. Vous ouvrez un calque pixelisé, et puis c'est fini, c'est plus du RAW, quoi. À moins d'ouvrir ça en objet dynamique, mais si vous revenez dans Camera Raw, vous revenez dans Camera Raw et vous quittez Photoshop. D'accord? Alors Lightroom, on va regarder un petit peu cela tout de suite. La même chose. Bon, je vais baisser un peu ma lumière. Bon, je vais ouvrir un peu mes ombres. Bon, voilà, truc traditionnel. Bon, l'exposition, je le monte peut-être un petit peu juste comme ceci. Je vais un peu m'amuser comme ceci. Je vais jouer avec ma clarté. Je vais jouer avec le truc, le dehaze. Voilà, juste comme cela. Bon, ça marche. Hein, on voit qu'il n'y a pas de problème au niveau de la réaction des, comment dire ça, des curseurs. Bon, ici j'ai un petit peu d'écrêtage, forcément j'ai un petit peu appuyé sur le point noir. Bref, vous voyez un petit peu le petit truc. Si j'utilise comment dire ça, un truc gradué ici, je peux le faire là, pas de problème. Bon, ça marche relativement bien, ça pareil. Bon, voilà, on peut dire que c'est le truc traditionnel. Il y a même de la luminance, etc. Bon, il réagit plus ou moins bien. Bon, si je vais ici dans les bleus par exemple, je joue avec la saturation, je sature un peu plus mes bleus, hop, baisser ma luminance, bon, ça marche. On retrouve même aussi ce truc-là dans Luminaria, et bon, ça fonctionne aussi bien aussi également, là, comme ceci. Maintenant, il faut savoir encore une chose, c'est ce que je vous avais dit encore tout à l'heure, ce type de logiciel, Lightroom, bon, c'est un peu comme Capture One, c'est un petit peu comme ON1, Exposure, tous ces programmes-là, on va jouer sur un curseur. Un curseur égale une action. Bon, là, on va réinitialiser. Si par exemple au niveau de la balance des blancs, je me mets en auto, voilà, juste comme ceci, et que je mets l'Adobe Sensei en auto, voilà, il va me corriger cela. Bon, on voit que la correction, elle est pas mal, bien sûr, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, on va dire, il y a quand même du travail à faire. Au niveau de l'image, on voit que c'est un petit peu trop dans la pénombre, on devrait un peu tirer un peu le point justement noir, juste comme ceci, tirer un peu les ombres juste comme cela. Bon, il m'a déjà fait un petit boulot, mais c'est pas non plus extraordinaire, on va dire. Après, il reste encore pas mal de choses à faire. Tandis qu'avec Luminaria, vous mettez l'accent, boum, c'est parti, vous avez plusieurs opérations. Mais là, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un curseur égale une action. Bon, si vous prenez l'outil lumière de Luminaire, bon, ça fonctionne relativement bien. J'ai fait exprès de garder ces deux logiciels-là à la fin, c'est-à-dire Luminaria et Lightroom, pour faire une petite comparaison, parce qu'il y en a beaucoup qui font la comparaison, qui disent ouais, mon Lightroom est plus rapide, etc. Ben ouais, forcément, qui est plus rapide, il utilise simplement ces curseurs-là. Par contre, si vous allez sur Luminaria, si vous jouez sur les hautes lumières, les ombres, le point blanc, le point noir, que bon, là, ici, ce ne sera pas ça, ce sera l'accent AI, ce ne sera pas la même chose, parce que lui, il va interagir sur plusieurs opérations. Mais si vous interagissez sur la vibrance ou bien la saturation, bon, forcément ce sera la même vitesse, d'accord? Ce sera les autres outils qui marqueront quand même une petite différence. Voilà. Maintenant, il est évident que bon, Luminaria, ça reste Luminaria, il propose aussi des opérations, etc. Bon, après vous avez des remplacements de ciel, après vous avez du truc bokeh, bon, tous ces trucs-là, toujours sur le fichier RAW, bien sûr, bon. Il y a pas mal de choses, pas mal de paramètres à prendre en considération. Maintenant, mon ressenti personnel, bien sûr, c'est que la bibliothèque pose problème pour moi. Je vais vous montrer quelque chose, je vais expliquer pourquoi je suis dans cette optique-là. Je vais me rendre directement ici dans Flex. Voilà, là on est dans Flex. Bon sang, Flex. Alors là, je vais un peu voir tout cela. Bon, on va enlever les prédéfinis déjà en dessous, ça sert à rien. On se retrouve avec cette petite barre de filtre ici. Avant, bon, dans Flex, c'était comme ça. D'accord? C'est un petit peu même comme dans 2018. 2018, je n'ai pas installé, j'ai simplement installé celui-ci. Parce que pour moi, bon, pareil, le 2018, il n'y avait pas la bibliothèque. C'est à partir du 3 qu'on a la bibliothèque, bien sûr. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre l'accent ici. Voilà, j'ai boosté l'accent dans Flex. Hop, hop. Vous voyez, bon, il est réactif, ça marche plus ou moins bien. Saturation, vibrance, bon, rajouter toujours des trucs. Là, pareil, il marche relativement bien. Ici, vous n'avez pas de bibliothèque. C'est ça la différence par rapport au Luminar AI ou bien Luminar 4. Vous n'avez pas de bibliothèque, ou bien même le Luminar 3, bien sûr. Mais vous rajoutez ici tous vos filtres un à un, d'accord? Vous faites votre composition ici au niveau de votre espace de travail. Bon, là, si par exemple, je vais utiliser l'expert,
on a un mode expert ici, mais si je décide de mettre pas mal de filtres, juste comme ceci, parce qu'avant c'était des filtres, je peux créer un nouveau espace de travail juste comme cela. Mais alors, c'est ça qui est assez extraordinaire. Bon, si j'utilise l'accent ici, l'amélioration, bon, ça marche. Le dehaze ici, vous voyez, qui marche relativement bien aussi également. Si je veux rajouter un petit peu de chaleur, bon, ça marche. Voilà. La Golden Hour, c'est pareil, ça change pas non plus. Vous l'avez aussi avant aussi, ce truc-là. Il y a quelques trucs qu'on avait aussi également. Bon, tout ce qui était détail, on avait tous ces trois curseurs-là qui étaient juste comme ceci, avec un curseur de protection, puis un de masquage. La structure, on l'avait aussi également. La structure avant était beaucoup plus violente. Vous voyez, ça faisait un effet plus ou moins HDR, vous voyez, si vous la mettez à fond. Mais on avait un curseur aussi pour un peu adoucir tout cela. Mais ce curseur de structure, c'était pas aussi élaboré que la structure AI, avec la structure AI qui vous épargne le ciel. Mais bon, vous voyez que en lui-même, ce logiciel-là marchait très bien. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, dans ce truc-là, bon, on avait forcément une succession de filtres. On pouvait créer un espace de travail. Là, comme vous le voyez, il y avait les essentiels, les trucs de fixe, le créatif qui était là, bon, le professionnel, les utilitaires, c'était un petit peu assez chaotique. Il y avait même des choses des filtres qu'on retrouvait un peu similaires avec d'autres choses. Bon, ici on avait le brouillard, bien sûr, mais si on rajoutait un brouillard ici, vous voyez que c'était pas aussi perfectible que dans le Luminar AI. Il n'y avait pas de système pour avoir plusieurs couches avec le brouillard. Mais on avait un système de calque aussi, hein. Il y a un système de layer, hein. On pouvait rajouter un layer juste comme cela. Et on avait aussi bon, la possibilité de l'enlever, on avait les petits pinceaux, on avait la brush, le masque radial bien sûr, et le graduel, et il y avait aussi la luminosité. Regardez, juste comme cela. Voilà, et là forcément, on avait le avant et le après. Ça s'appliquait légèrement comme ceci. Et bien sûr, si vous mettez en mode pinceau, vous pouvez voir le masque ici, luminosité comme ceci. Et il était même possible, bon là, je vais vous montrer un petit truc tout simple. Je vais rajouter un layer d'ajustement. Ajouter un filtre ici, par exemple, ben, dans les professionnels, rajouter la courbe. Par exemple, j'inverse ici. Voilà. Je mets ça en noir et blanc, avec une conversion noir et blanc, voilà. Et ça nous fait ici une sélection pour faire un masque de luminosité. Bon, là par exemple, vous voyez, là je suis en train de faire une sélection comme ceci. Si je veux un petit peu ajuster et sélectionner mon phare juste comme cela, bien sûr, il suffisait de faire ça. Luminosity Mask. Voilà. Le masque de luminosité se faisait là. Il suffisait de faire copie. D'accord. On enlève le calque. Ici, par exemple, je prenais... allez. La structure, bon là, vous voyez qui a été appliquée ici, hein, d'accord, juste comme cela. Il suffisait de faire un truc tout bête, prendre la brosse, boum. Je donnais un petit coup. Je faisais un clic droit là. Et je copiais mon masque. Et là, forcément, j'avais mon masque de luminosité qui était appliqué, regardez, juste sur mon phare. Et forcément, la structure ne s'appliquait que sur mon phare, quoi. D'accord, ça s'appliquait pas là-dessus. Et c'est pour ça que j'avais fait un panel de masque luminosité aussi sur Luminar 4, je sais pas si vous vous souvenez, hein. Vous le trouvez encore, un SPAC qui est sur mon site internet, je vais vous le faire voir d'ailleurs. Voilà, bon là c'était dans mes packs, boum, vous le trouvez ici. J'avais fait Leaky Light, c'est un panel de luminosité sur Luminar 4, où vous aviez des sélections un petit peu comme celle-ci, hein, les hautes lumières, les ombres, etc. Mais tout était fait dans le panel avec des packs de look, bien sûr. Et là, vous aviez la possibilité de jouer sur pas mal de choses. Puis encore, bon, on peut aller à l'infini comme ça, hein, si vous rajoutez un ajustement de layer juste comme cela. Bon, là, on va simplement enlever la saturation pour avoir un noir et blanc déjà fait là. Je reprenais par exemple une autre courbe. Là, par exemple, je pouvais faire aussi une sélection, allez,
plus dans les hautes lumières. Je pouvais le faire aussi là également, vous voyez, bon, il suffisait de simplement réagir bien avec la courbe. Et bon, là, je sélectionnais ici plus le ciel, on le voit là, hein. Et je faisais un masque de luminosité, puis j'allais appliquer directement sur le ciel. Bon, bien sûr, il suffisait aussi d'être un petit peu malin à cette époque-là, quoi. Bon, là, si j'appliquais un petit peu plus le truc comme ceci, vous voyez, on isole un petit peu plus le ciel, et on applique l'effet de n'importe quel outil, hein, ici, hein, de n'importe quel filtre ici, sur n'importe quel truc. Bon, forcément, ça, j'avais fait ce truc-là sur, comment dire ça, sur Luminar 4. Avec le panel de luminosité, j'affectais tous les zones de l'image grâce à ce panel de luminosité-là, avec n'importe quel outil de Luminar 4 à l'époque. Et bien sûr, avec l'intelligence artificielle, bon, ça me servait pas vraiment à grand chose à l'époque. Et étrangement, dans Luminar AI, ils ont enlevé la luminosité, bon, au profit de leur outil par intelligence artificielle, bien sûr. Parce que bon, déjà, là, avec des masques de luminosité, je leur avais émis l'idée à Skyloom, mais bon, ils n'ont pas voulu écouter le principe. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce qu'il suffisait de faire un peu parce qu'ils avaient un outil qui était relativement intéressant, qu'on retrouve encore dans Luminar 4. Où est-ce qui est cet outil-là? Bon, c'était en professionnel, bon, c'était l'équivalent du super contraste, en fait. Bon, toujours la même chose. Bon, là, quand vous voyez que vous rajoutez des contrastes un petit peu partout, bon, dans l'image, comme vous voyez ici, ça ciblait certaines zones. Pour moi, le super contraste, ou bien le contraste avancé ici, c'est ni plus ni moins que des masques de luminosité. On va sélectionner les zones d'ombre, on va jouer sur les zones d'ombre, d'accord? On va soit assombrir ou soit éclaircir. La même chose avec les tons moyens, on va soit assombrir ou éclaircir, d'accord? Et là, les hautes lumières, c'est pareil aussi. Ça fonctionne par un masque de luminosité. Moi, je leur avais émis l'idée d'utiliser ce super contraste, enfin ce contraste avancé pour les autres outils. Mettre un panel, par exemple, à la place des trucs, des ajustements que vous voyez ici sur un outil, d'accord? On aurait pu cibler, par exemple, la luminosité dans les différentes zones avec un panel comme ça, sur chaque outil, tout simplement. Mais bien sûr, j'ai émis l'idée, mais ils n'ont pas écouté, ils préfèrent jouer avec des outils par intelligence artificielle, ou je dirais plutôt les algorithmes qu'ils ont programmés. Et je trouve ça dommage parce qu'ils sont tellement convaincus de leur technologie que bon, par moment, j'ai un petit peu peur de les contredire, quoi, parce que la dernière fois, j'étais en train de faire un webinaire et je leur ai dit, je suis un peu rentré dans leur jeu, je dois l'admettre, je leur ai dit que bon, en ce moment, je pouvais me passer un petit peu de masque, etc., que j'avais pas besoin de luminosité, parce que bon, on sent que ça les agace aussi profondément. Mais bon, plus profond de moi-même, je suis désolé, je peux pas non plus passer à côté d'autres choses, à côté d'autres outils. Il est clair que la luminosité, elle est là, quoi. Dans Luminar AI, on a quand même la possibilité d'avoir des calques avec l'outil texture, comme je vous l'avais dit, il faut pas appeler un chien un chat, il y en a qui se voilent la face, parce que bon, c'est la communication Skyloom, et qu'il ne faut pas l'appeler calque, mais on a à peu près les mêmes configurations, mais avec l'absence de luminosité, c'est un petit peu gênant. Et c'est pas aussi performant qu'un vrai calque, comme on l'avait dans Luminar 4, donc je trouve ça un peu dommage quand même. Donc voilà un petit peu, vous voyez un peu mon avis sur Skyloom et sur Luminar. Vous me l'aviez souvent demandé, bon, là je vous le donne en live ici sur la vidéo, quoi. Voilà. Ainsi s'achève ce petit comparatif un peu sur ma machine. Et je vous ai expliqué, vous voyez en bonus, un petit truc assez sympa sur les masques de luminosité, bien sûr. Bon, je n'abandonne pas non plus avec les masques de luminosité, avec Luminar AI, il y a toujours un moyen de contourner. Vous pouvez utiliser AC/DC qui vous permet d'utiliser avec le pixel targeting, je vous mets l'épisode en haut à droite, d'avoir un panel de luminosité, et AC/DC permet d'utiliser comme Photoshop Luminar AI en tant que plugin, donc ça peut vous aider. Voilà, il y a toujours cette petite solution là. Comme je vous l'ai dit, Luminar AI, j'ai eu une grosse demande. Bon, il y a des gens qui aiment bien Luminar AI, et c'est sûr que les Luminar c'est très intéressant, bien sûr, hein. Je vous ai dit que j'allais vous faire une formation sur Luminar AI, bon ça a été truc accompli. Si vous regardez ici dans l'épisode Luminar AI, j'ai rajouté tous les épisodes de la 1.0 à la 1.4, voilà, si vous cliquez ici, vous avez la playlist complète, et là forcément il y a 112 vidéos, je vous avais même mis un petit exemple ici, sur la fin il me semble, comment utiliser Luminar AI avec AC/DC, je l'avais mis là, et là forcément on avait fait le pixel targeting, hein, c'était cet épisode là, je vous le mets de toute façon en haut à droite. Et là, bien évidemment, je vous avais expliqué comment faire un modèle d'heure dorée. Je vous montrerai comment faire un modèle aussi d'heure bleue et un modèle en journée aussi, en heure un petit peu plus dure.
Ça, ce sera l'objet plus tard, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, c'était l'objectif, c'était de vous faire un petit comparatif, de vous faire voir comment cela fonctionnait, les logiciels de post-production sur ma machine. Pour le cas Luminar AI, bien sûr, bon, ça reste un programme où on joue sur la simplicité, bien sûr, où on peut faire les choses assez rapidement. Bon, c'est un bon programme comme ça, on va pas se prendre la tête, il n'y a pas de truc de luminosité, mais bon, ça, tant pis. Ça, c'était pour vous faire un petit peu la petite parenthèse, pour faire le point, parce que je vous avais dit justement sur ma chaîne que, bon, j'avais passé pas mal de temps sur le 4. C'était à une époque aussi, on avait les données IPTC qui avaient été promises par Skyloom, qu'ils ont finalement laissé tomber. J'étais pas très content à ce sujet-là, bien sûr, parce que c'était une chose promise qui n'avait pas été tenue, bien sûr. Au sujet du Luminar AI, ils ont repris le programme par le fond. L'information, c'était le développement. On abandonne tout ce qui est catalogue. Il y aura le catalogue tel quel. Bon, très bien, ils ont rebalancé leur communication comme celle-ci. Ils ont été clairs dès le début, ils ont été cash. Bon, vous m'aviez fait remonter l'information que vous étiez intéressé aussi par le programme, donc je l'ai ramené aussi également sur la chaîne. J'ai rempli mon rôle à ce niveau-là. Mais maintenant, il est clair que vous avez aussi d'autres programmes sur la post-production. Je vous incite pas, bien sûr, à prendre un autre programme. Je continue toujours à faire quelques tutos sur Luminar AI, je vous oublie pas non plus. Mais j'utilise aussi, bien sûr, les autres solutions. Parce que bon, n'oubliez pas quand même que sur ma chaîne, c'est la post-production avant tout, et je ne veux pas non plus donner plus d'importance à un programme qu'à un autre. Je sais que Luminar AI, j'avais beaucoup de demandes, comme le Luminar 4, donc j'avais accentué un petit peu plus sur la chaîne sur ces logiciels-là, mais bon, à l'avenir, sachez que maintenant, je vais être un petit peu plus diversifié. Je ferai du Luminar AI, mais je ferai un petit peu de tout sur la chaîne, ce sera vraiment généraliste, ce sera avant tout la post-production, ce sera la direction de la chaîne pour la rentrée. Pour terminer, je tenais à vous remercier aussi également sur la chaîne pour tout le support que vous m'apportez. Moi, en contrepartie, ça me fait vraiment plaisir de vous ramener des tutoriels. Je vais toujours vous en ramener, bien évidemment. Je vais essayer de varier un peu les choses. Bon, ici, je vous ai ramené un nouveau programme, hein, le Photodirector 12 de chez Cyberlink. Je continue toujours à faire mon petit tour afin de vous proposer aussi des choses qui pourraient vous convenir aussi également. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.